Vous écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. Je suis votre hôte Benoît Saint-Laurent, consultant en marketing web et nomade digital, en direct présentement du Portugal où il fait pas très beau aujourd'hui et j'ai bien hâte parce que je reviens bientôt au Québec. Mais avant, aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment trouver la bonne agence ou du moins un fournisseur pour vos besoins en marketing. Avant que je commence, s'il vous plaît, nous donner un petit 5 étoiles sur Apple ou bien nous suivre sur Spotify ou encore vous abonner sur YouTube. De plus qu'on est, mieux c'est. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de ça. Choisir son agence de marketing ou du moins consultant ou freelancer. Parce qu'en fait, il existe plusieurs types de contractuels ou de sous-traitants avec lesquels vous pouvez faire affaire. C'est un petit peu ça qu'on va démystifier aujourd'hui en parlant aussi des avantages et des désavantages de chacun. Mais avant que je commence puis que je vous explique un peu qu'est-ce que c'est, je vais vous donner quelques petits faits intéressants. Au Canada, il y aurait apparemment 7441 agences de marketing. C'est quand même beaucoup quand on y pense. Mais rappelez-vous d'une chose, hein, peu importe, du moment que tu es une personne, tu as un ordinateur puis tu dis que tu fais du marketing, tu peux être une agence. Donc, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Puis ça, c'est des données qui nous viennent de IBISWorld. Le tarif moyen de l'heure, du moins aux États-Unis, c'est 135 de l'heure pour une agence normale. C'est sûr qu'il y en a qui c'est plus, il y en a qui c'est moins, bien entendu. Ça peut facilement être plus que ça. Ça aussi, c'est des données qui sont données par IBISWorld. Puis après, une autre stat intéressante aussi, c'est que ça ne vous regarde pas vraiment. Vous, c'est pas que c'est pas pertinent, mais c'est intéressant. Le profit margin, la marge de profit pour les agences, en général, tourne autour de 12 à 16 %, ce qui est quand même pas beaucoup. C'est fou, pareil, parce que quand on regarde un tarif à l'heure de 135, on se dit comment ces personnes-là ne peuvent pas faire pour être rentables, pour pas être rentable. Mais il faut vraiment être en agence, puis il faut vraiment savoir mettre les pieds là-dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est ça, aux États-Unis, ça tournerait autour de 12 et 16 %. Ensuite, pour ce qui est de la relation, dernière petite stat entre l'agence et un client, la moyenne de durée, c'est de moins de 3 ans. Donc, ça peut paraître pour beaucoup quand même. Si vous travaillez en marketing web, vous pouvez vous dire avoir un client de 3 ans, c'est quelque chose qui est rare puis qui est le fun à avoir, définitivement. On en a tous quelques-uns. Moi, j'en ai avec qui ça fait 5-6 ans que je travaille, même plus. En fait, pas plus, depuis que j'ai commencé. Ça varie. Il y en a avec qui on fait affaire avec 3 mois, mais la moyenne, c'est 3 ans. Ce qui est fou, par contre, avant que le marketing web devienne de plus en plus populaire, du moins dans les années 80 et 90 et tout, la durée de moyenne était beaucoup plus longue. Je pense que c'était 10 ou quelque chose comme ça, dans 10 ans. Donc, ouais. On parle d'une bonne différence quand même. En tout cas, on va aller à la genèse des choses avant tout. Donc, vous êtes une entreprise, puis vous avez des besoins de marketing web. Avant même qu'on parle d'agence, je dirais que vous avez 2 options pour votre marketing. Avant même qu'on embarque là, à l'externalisation, vous pouvez soit engager quelqu'un à l'interne dans votre entreprise pour faire votre marketing, ou bien vous pouvez le sous-traiter à l'externe, que ce soit une agence, un consultant, un freelancer. Là, on va regarder un petit peu les avantages et les désavantages pour chacun. Parce que c'est du cas par cas aussi, bien entendu. Mais on commence avec le premier, engager à l'interne. L'avantage avec ça, c'est que ça pourrait éventuellement vous revenir moins cher qu'avec une agence parce que, évidemment, ça dépend des tâches qui sont prises en main puis le temps que ça prend à votre employé pour le faire. Mais c'est in-house. Donc, généralement, ça pourrait vous revenir moins cher. Aussi, la personne qui est à l'interne, elle va connaître pas mal mieux votre entreprise que n'importe quelle agence externe. Ça, c'est un fait qui est vraiment important. Surtout pour la création de contenu, engager quelqu'un à l'interne, c'est quelque chose qui n'est pas une mauvaise idée du tout. Puis si vous faites juste un petit peu de publicité, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'avoir une agence ou un freelancer pour faire votre pub, ou du moins votre employé pourrait peut-être le faire pour vous. Donc, c'est comme je le dis, c'est vraiment du cas par cas. Mais une chose qui est sûre, par exemple, pour la stratégie de contenu puis pour la création de contenu, lorsque vous avez quelqu'un à l'interne, généralement, c'est beaucoup plus efficient et efficace parce que la personne connaît mieux votre entreprise, la communication est beaucoup plus directe, les objectifs sont les mêmes entre du moins à une certaine mesure entre la personne puis vous, votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est quand même pas pire de ce côté-là. Puis évidemment, la communication est probablement plus facile si vous engagez à l'interne que si vous avez une agence, même si l'agence avec qui la plupart des agences vont être assez responsive, il reste quand même que quand c'est un employé, il y a cette différence-là. Puis finalement, il y a aussi le gros
Le gros plus, on pourrait dire, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance ou de loyauté, une certaine transparence aussi peut-être qui est plus élevé que si on externalise notre marketing. Pourquoi? Parce que la personne travaille pour votre entreprise. Donc, comme je le disais il y a quelques secondes, il y a des chances que les objectifs soient peut-être plus côte à côte. Par contre, de l'autre côté, le problème avec engager avec quelqu'un à l'interne, puis encore une fois, ça dépend vraiment des tâches que vous allez donner à cette personne-là et tout. Mais premièrement, c'est que ça va prendre du temps avant que la personne puisse devenir bonne. S'il va part de zéro, ça risque d'être pas mal long. Puis c'est pas garanti non plus qu'elle va être capable de faire vos pubs comme du monde. Donc, la learning curve est quand même grosse en marketing web. Fait que il y a quelque chose qui prend du temps. Tandis qu'avec une agence, bam, c'est instantané. Les personnes ont déjà l'expertise, ils sont prêts. Puis, voilà. Donc, pour certaines fonctions, ça peut être risky business parce que quand on parle, par exemple, de publicité, vous ne voulez pas vous tromper parce qu'on pitch de l'argent chaque jour. Hein? Donc, on veut s'assurer que cet argent-là soit bien pitché. Donc, ça peut être assez risky business de ce côté-là. Mais encore une fois, je tiens à le noter, lorsqu'on parle de création de contenu, de gestion de communauté, de gestion des pages des médias sociaux, engageant à l'interne, ça peut être définitivement une bonne idée. Puis aussi, évidemment, dernier désavantage, on pourrait dire, c'est qu'il y a des chances que le travail ne soit pas aussi sur la coche qu'avec une agence ou un expert dans le domaine. Parce que la personne qui fait ça de son day-to-day, ben, elle sait comment ça fonctionne. Donc, ça, il faut prendre ça en considération. Fait qu'en gros, ça dépend vraiment des fonctions en question puis de l'expertise que vous avez de besoin pour votre employé. La gestion de communauté, vraiment une bonne chose à dispatcher. Ça, c'est définitivement ce qu'on sort le plus de ça. Là, ensuite, on va parler de contractuel, d'une agence ou consultant lorsque vous avez besoin de fournisseurs pour vos services marketing. Si vous avez besoin d'aide relativement urgente, ben là, vous cognez à la bonne porte. Parce que l'agence ou le consultant vont pouvoir vous créer vos campagnes ou ce que vous avez de besoin dans un délai assez rapide, peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin. Il y a la learning curve, le processus d'apprentissage, pas besoin, c'est déjà là. Du moins, on espère. C'est ça ce qui serait posé être. Il y a déjà des processus de mise en place avec une agence ou des consultants, etc. Il y a déjà beaucoup de connaissances d'acquises, d'expérience. Donc, ce côté-là, vous n'aviez pas ce problème à ce côté avec ça, ça va être direct, rapidement. Au niveau d'expertise, ben, c'est ça, vous faites affaire avec quelqu'un qui fait ça, c'est son bread and butter. Fait que c'est normal que la personne soit excellente dans ce qu'elle fait. Ou du moins, ce serait du moins voulu que la personne soit comme ça. Quand on parle, par exemple, de design graphique, campagne de publicité, référencement sur le site web, création de site web, tu sais, il y a beaucoup de tâches là, qui sont quand même assez techniques puis qui demandent une certaine expertise. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, si vous faites affaire avec quelqu'un qui fait déjà ça, ben, vous avez la chance de faire avec, si la personne est bonne, bien entendu, vous allez avoir la chance à ce moment-là d'avoir du bon travail. Donc, l'expérience aussi, une affaire qui est intéressante avec une agence ou du moins un consultant, surtout si vous avez une bonne relation avec celui-ci, c'est que la personne elle a l'expérience pour vous guider. Puis elle a peut-être même aussi des ressources supplémentaires aussi pour avoir ajouté beaucoup plus de valeur à son travail. Je donne un exemple. Moi, je travaille par exemple avec beaucoup d'entreprises dans le médico-esthétique, par exemple. Ben, je sais qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui marche pas comme type de campagne de publicité, c'est quoi les politiques Facebook autour de ça. Même chose pour les entreprises des prêts à court terme, par exemple. C'est des domaines assez difficiles, des industries assez réglementées. Donc, d'avoir quelqu'un qui sait déjà comment ça fonctionne, mais vous pouvez vous assurer que votre compte, par exemple, ne sera pas banni, que vous utilisez des bonnes pratiques, des trucs qui ont marché avec d'autres clients, etc. Donc, avec l'expérience, ça va être définitivement apporter une valeur ajoutée au travail qui est fait. Donc, grosso modo, ils vont savoir ce qu'ils font et comment bien dépenser votre budget publicitaire. Généralement, un peu comme le comptable, dans le fond. On va faire affaire avec un comptable parce qu'on sait que la personne comprend bien la comptabilité. Mais là, par contre, avec ça, lorsqu'on fait affaire avec lorsqu'on sous-traite notre marketing, ça veut aussi dire que vous n'aurez peut-être pas un service autant personnalisé qu'en embauchant quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain, parce que si vous faites affaire avec une agence, bien là, forcément, l'agence, comme je le disais, ils ont des procédés, tout dépendant de la structure de l'agence ou du consultant ou peu importe, tu as des chargés de projet, tu as ci et ça, puis ils ont plusieurs clients à traiter. Donc, c'est sûr que vous ne serez pas, à moins que l'agence ce soit un client seulement, mais encore là, ce serait bizarre, mais c'est sûr que vous n'aurez pas la full attention comme vous l'auriez, par exemple, avec l'employé que vous avez à temps plein. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut aussi représenter des coûts plus élevés qu'en engageant quelqu'un. Ça, c'est sûr, parce que le tarif de quelqu'un qu'on engage versus celui d'une agence est différent. Sauf que,
encore une fois, comme je le mentionnais, il faut peser les pour et les contre dans le sens où l'agence a déjà une expertise acquise, etc. Donc, ça dépend c'est quoi, évidemment, qu'on externalise. Mais surtout pour le cas d'une agence, d'une grosse agence, la réalité, c'est que vous êtes un numéro. Ça, les agences vont jamais le dire, puis les consultants, peu importe, le dire. Ben, peut-être c'est différent pour les consultants, mais pour les grosses agences, c'est vraiment ça, souvent ça la réalité. Il y en a qui donnent un super bon service, c'est pas ça que j'essaie de dire, là. Mais grosso modo, l'agence, quand on y pense, elle a tout intérêt à ce que vous soyez content parce que si les choses se passent bien, ben, vous allez continuer à faire affaire avec l'agence puis il va y avoir une bonne relation à long terme. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'agence a aussi d'autres objectifs, des objectifs de rentabilité. L'agence veut grossir, l'agence veut devenir quelque chose de gros. Oui, on veut faire grossir nos comptes clients parce qu'on va grossir avec eux, mais on veut aussi garder une certaine rentabilité dans nos affaires, puis on pense à nos intérêts en premier lorsqu'on a une grosse agence parce qu'il y a des employés à payer, des bureaux, etc. Donc, techniquement impossible que vous ayez ultimement les mêmes intérêts. Je dis ultimement. C'est sûr que la plupart des agences vont vouloir votre réussite, mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce que à quelqu'un que vous engagez à l'interne, par exemple, vous créez des campagnes puis un paquet de trucs qui fonctionnent plus ou moins, puis ça demande un paquet de tweaks ici et là, ben l'agence pourrait vous dire soit ben je suis désolé, écoute, on n'avait pas budgété ça. Si et ça, comme on peut le voir dans le contrat, c'est vraiment ça qui a été proposé. Donc, on ne peut pas vous offrir plus, à moins que si vous soyez prêt, on va vous budgéter, on va vous charger d'autres heures, etc. Tandis qu'avec l'employé, vous pourriez juste lui dire non, recommence le travail, on va rester d'autres affaires. Puis, donc, il y a cette petite différence-là aussi. Parce que du fait que l'agence est une entité différente, ça peut parfois aussi apporter certains problèmes de transparence. Ça, c'est le dernier point. Mais ça, c'est vraiment là, c'est des cas uniques. Je vous dis pas d'être super méfiant avec tout le monde non plus, mais il faut comprendre aussi que le marketing web, ou du moins le web en général, c'est un domaine qui est assez complexe, que monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas nécessairement, donc ça peut être assez facile de dire de la merde, comme on dit. Ou bien de se faire présenter des résultats erronés. J'en ai vu à quelques reprises avec des clients dans le passé là, qui me montraient certains trucs avec d'autres personnes avec qui ils faisaient affaire. Puis, évidemment, on parle d'exception. C'est pas tout le temps le cas, mais il faut se rappeler que ça se pourrait des fois qu'il y a certaines agences qui aient un manque de transparence dans la présentation des résultats ou dans comment le travail a été fait, etc. Mais je vous dirais qu'en général, là, la plupart des agences, ils vont tout le temps avoir votre réussite. Là. Je vous dis pas d'être à cœur. Je vous dis pas là, que de vous méfier du jour au lendemain. C'est pas ça du tout. Mais je vais vous donner un petit exemple, par contre, qui est assez spécial. Puis comme je vous dis, c'est un exemple à part, OK? Donc, on généralise pas avec ça. C'est juste, je trouve ça drôle, fait que je me suis dit, je vais vous le partager, t'sais. Donc, on nommera aucun nom, mais je me rappelle de ça il y a plusieurs années, c'était à Gatineau. Je rencontrais une cliente potentielle. C'était une entreprise locale, puis ils venaient juste de faire leur site web. Là, avant que je rencontre la cliente, moi, j'avais regardé son site, j'avais vu, puis j'ai des outils pour savoir quel genre de plugin est installé et tout. Et aussi pour voir si Google Analytics est installé. Puis Google Analytics n'était pas installé. Là, j'y pose la question, puis elle était comment? Je savais pas. Je sais pas. Puis après ça, elle a demandé à la personne, dans le fond, qui avait fait le site web, ou du moins qui était derrière la création du site web, c'est le chargé de projet, on pourrait dire. La personne a dit, non, mais madame, vous voulez pas avoir ça sur votre site web, ça va augmenter vos chances de vous faire hacker. Tu sais, la madame, là, c'était quand même assez âgée, puis elle connaissait pas nécessairement le web. Donc, elle a pris ça pour acquis. Puis après ça, elle est venue me voir, puis elle m'avait dit ça. Je me suis dit, quand même, bon, donc, ça se peut pas. Se faire hacker avec ton Google Analytics, c'est quelque chose que j'ai jamais installé. Tu sais. Puis probablement, la réalité des choses, en fait, c'est que le gars avait pas budgété l'installation de la configuration du compte Analytics puis l'installation du script sur le site. Donc, plutôt que de dire à la cliente, ben là, je l'ai pas budgété, je suis désolé, mais pourtant, c'est quelque chose d'important, j'aurais dû y penser. Ça va nous prendre X nombre d'heures de plus. Est-ce que tu es correct avec ça? Sinon, c'est quand même assez facile à configurer. Non, plutôt, il a dit de la bullshit parce que il savait que la cliente connaissait pas ça, ce serait facile de lui dire n'importe quoi. Je vous dis, c'est juste des exceptions. Ça fait partie des exceptions, mais définitivement, cette histoire-là, ça m'avait marqué, mais je vous confirme que la personne n'avait aucune connaissance en web. La personne qui avait vendu le site web, c'est pas lui qui avait fait le site non plus. Donc, tu sais, des fois, il y a du monde, je vais en reparler tantôt, mais il y en a des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont aller chercher des sous-traitants pour faire tous leurs trucs. Eux autres, c'est juste, dans le fond, les middlemen. Puis, des fois, ça peut causer ce genre de problème-là. Mais bon, ça, c'est des exceptions. Comme dans toute industrie, il y a du monde comme ça, des charlatans. Anyway, après avoir écouté mon épisode d'aujourd'hui, vous serez définitivement en mesure
de trouver la bonne agence ou consultant ou freelancer. OK. Là, maintenant qu'on a déterminé la différence entre faire son marketing in-house à l'interne, c'est-à-dire en engageant quelqu'un, versus le outsourcing, donc en allant trouver un fournisseur de services pour nos besoins en marketing, on va parler ensuite des fournisseurs plus en détail. Grosso modo, je vous ai fait 3 types de portraits types de fournisseurs de services marketing avec lesquels vous pouvez faire affaire. Vous avez bien entendu, l'agence, ensuite le consultant, puis finalement le freelancer. Là, vous allez me dire, consultant et freelancer, c'est pas mal la même chose. C'est vrai que ça se ressemble pas mal, mais pour le bien de la cause, je les ai séparés aujourd'hui, puis je vais vous expliquer pourquoi, c'est quoi les différences entre ceux-ci. Mais c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. OK, on va commencer en premier lieu avec l'agence. La caractéristique numéro 1 pour une agence, c'est qu'on parle d'une organisation avec plusieurs personnes. Du moins, plus que 2, mettons. Donc, on l'espère. Ça veut dire qu'on a plusieurs cerveaux dans l'entreprise avec une expertise approfondie en marketing, dans les types de marketing desservis. Il y a probablement aussi des systèmes puis des procédures de mise en place qui leur permettent de bien se positionner. Il y a des agences qui vont, par exemple, se spécialiser en SEO, donc ils ont des procédés de travail qui vont permettre vraiment l'efficacité dans l'exécution des tâches, puis de déterminer où sont tous les problèmes, etc. Souvent, ça va être un peu ça que vous allez avoir avec les agences. Puis vous allez avoir aussi dans une agence plusieurs types de personnes. Il va y avoir des designers graphiques, il peut y avoir des experts en Facebook Ads, il peut y avoir des chargés de projet qui vont s'occuper de faire les chefs d'orchestre entre un peu tout ce qui se passe. Après ça aussi, il y a des agences qui vont vous offrir une genre de solution 360, bien entendu, multi-services. Parce que si tu as plusieurs expertises, tu peux offrir plusieurs services. Donc, il y en a qui vont offrir, par exemple, il y a des agences qui vont se spécialiser dans le design, dans le branding, tandis qu'il y en a qui vont aussi vous offrir en même temps de la publicité traditionnelle, la publicité sur Facebook, sur Google. Ils vont faire vos logos. Fait que ça, c'est des genres d'agences 360. Ils vont s'occuper de tout. De l'autre côté, il y en a aussi qui vont se spécialiser en certains trucs comme en SEO ou en publicité Facebook, etc. Comme ça, eux autres, ils se disent, on va être les meilleurs là-dedans, c'est rien que ça qu'on veut faire. Donc, en faisant rien que ça, on va devenir meilleur. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont se dire, on aimerait ça être capable d'offrir un peu de tout. Comme ça, nos clients vont être vraiment contents. On n'est pas obligé de les pitcher un peu partout. Donc, c'est un petit peu ça, les portraits en général pour les agences. Maintenant, on va parler des avantages de faire affaire avec une agence. Premièrement, si vous avez fait affaire avec une agence 360, c'est que vous pouvez avoir un genre de one-stop shop pour vos besoins. Ça, c'est génial pour certains cas dans le sens où vous avez besoin d'un nouveau logo, nouveau site web, des vidéos promo, etc. Là, à ce moment-là, cette agence-là pourrait vous offrir tous ces services-là. Puis, vous avez ça avec le même fournisseur. Vous n'avez pas besoin de parler à 1001 personnes. Il y a un chargé de projet qui s'occupe de tout. Ça peut être assez avantageux. De l'autre côté, il y a aussi l'avantage, si vous faites affaire avec des agences spécialisées, de faire affaire avec des agences qui sont vraiment expertes dans un domaine X. Vous vous assurez de faire affaire avec les meilleurs, ou du moins les personnes qui ont une bonne expérience là-dedans. Ça peut être très, très, très pratique si vous avez un besoin particulier. Si vous avez un bon budget pour des campagnes Facebook, par exemple, ça peut valoir la peine à ce moment-là de faire affaire avec quelqu'un qui est plus spécialisé que plutôt l'agence 360. Aussi, parfois, les agences ont des procédés qui sont prouvés. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun parce que ça facilite la tâche pour tout le monde. Tu sais, je vais te donner l'exemple, par exemple, pour des campagnes Facebook. L'agence va se dire, OK, nous, on commence, on fait un persona de notre public cible. Ensuite, on valide ça avec le client. Ensuite, on crée les audiences. On prépare le matériel publicitaire en fonction de nos audiences. Ils ont tout un genre de procédé. Des consultants, agences, il y en a aussi, bien entendu, des consultants qui ont ce genre de procédé-là. Mais dans certaines agences, il y a des procédés qui peuvent vraiment avoir des résultats géniaux pour des industriels. Par exemple, pour les voitures, il y a beaucoup d'agences qui se spécialisent en marketing pour les dealerships, les car dealerships. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Puis finalement, l'avantage avec une agence, c'est l'expérience. Ça vaut de l'or. Ça vaut vraiment de l'or parce que moi, je vous dis que ça peut faire une différence sur la création des campagnes, sur où est-ce qu'on s'en va, sur les suggestions futures, tout. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé en marketing web, tu as beau lire tous les livres que tu veux là-dessus, tu as beau te renseigner le plus possible là-dessus, il faut que tu mettes les mains à la pâte pour savoir comment ça fonctionne, puis être capable de réaliser certaines choses aussi. Avoir une idée de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, avoir une bonne idée de s'enligner, quoi. Là, ensuite, on va parler des désavantages de faire affaire avec une agence parce qu'il y a aussi des désavantages. Le premier, c'est qu'il y a des chances,
puis ça, je l'ai expliqué un petit peu tantôt, que vous soyez traité comme un numéro, surtout pour les grosses agences, parce que comme je le mentionnais tantôt, l'agence, elle doit répondre à un souci de rentabilité. Donc, eux autres, ils vont rentrer un paquet de clients, créer un paquet de campagnes, sachant que la plupart des campagnes ne fonctionneront pas. C'est ça la réalité des choses, je vous le dis. La plupart, j'ai écouté un podcast l'autre jour, là, on parle de podcast dans un podcast, mais j'ai écouté un podcast de marketing web qui, eux autres, ils expliquaient que c'était une super grosse agence aux États-Unis, puis ils disaient que 80% de leur campagne ne fonctionnait, n'était pas rentable. Ce qui est fou, là. C'est quand même beaucoup, mais on s'entend qu'il y en a beaucoup aussi qui vont tester des choses. Quand tu fais de la pub, je vais me faire un peu l'avocat du diable aussi, mais quand tu fais de la pub, t'es pas garant, t'as beau faire les meilleures campagnes du monde, t'es pas garant du succès. Ça dépend d'un paquet de trucs. Si le client arrive et que ses prix sont trop chers, tu essaies de compétitionner, ben peut-être ça marchera pas à cause de ça. Donc, il y a vraiment quand même beaucoup de variables. C'est pas juste à cause, c'est pas parce que l'agence est mal intentionnée, vraiment pas. Mais une chose qui est sûre, par contre, c'est que l'agence doit répondre à un souci de rentabilité. Donc, si les autres, ils budgètent X nombre d'heures pour vous, ben, ça va être le nombre d'heures qui sera budgété. C'est ça qui est entendu. Puis, il n'y aura pas plus, puis il n'y aura peut-être pas moins. Je sais pas. Mais chose qui est sûre, c'est que l'agence, elle a des employés à payer, des bureaux, etc. C'est une grosse machine à faire rouler. Donc, à cause de ça, il y a des chances que, il y a beaucoup de clients, notamment. Puis là, ben, c'est tout dépendant comment l'agence est organisée. Des fois, ça peut être problématique aussi, bien entendu. Pour un autre désavantage, pour ce qui est des agences 360, c'est un petit peu encore, ça dépend encore une fois de vos besoins, mais ça peut être un désavantage de faire affaire avec une agence 360 si c'est un besoin particulier, comme juste la pub Facebook, par exemple. Parce que des fois, moi, j'ai pour mon dire, c'est quand tu fais tout, quand tu es capable d'un peu de tout faire, ben, tu n'es pas bon dans rien. Tu es juste correct, average. En anglais, ils disent master of none. C'est peut-être un peu le cas des fois, c'est normal parce que bon, on fait du branding, on fait ci, on fait ça. Fait que peut-être qu'on a moins de temps à mettre dans les campagnes Facebook, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention définitivement. Un autre petit désavantage aussi, c'est que les frais, bien entendu, peuvent être plus élevés peut-être que sur d'autres options, dont celles qu'on va parler dans quelques minutes. Donc, ça, c'est sûr qu'à long terme, des fois, ça peut être moins rentable. Ça, c'est définitif. On parlait des frais de l'heure et tout. Encore là, ça dépend encore une fois des besoins, mais c'est une réalité. Ensuite aussi, on parlait de procédure tantôt puis de travail assez standardisé. C'est vrai que des fois, ça peut être utile, mais ça peut jouer contre beaucoup contre vous aussi. Je m'explique. Des fois, il y a des agences qui vont avoir un certain style de branding, par exemple, avec un designer graphique qui est bon pour faire tel truc, mais ils vont faire ça pour pas mal tout le monde. Fait que ça fait en sorte que c'est plus très, très original. Puis ça peut être la même chose aussi pour la création de campagne. Il y en a qui vont dire, nous, pour la création de campagne, on fait une audit du site web, on fait ci, ça, puis après ça, c'est 1, 2, 3 comme étape. Mais des fois, selon les besoins, ça se peut que certaines étapes ne soient pas nécessaires puis que ça amène plutôt dans la mauvaise direction ou du moins qu'on n'ait pas assez les yeux ouverts sur ce qui doit être fait. Parce que si on a notre procédé, nos standards, puis on dit à nos employés, c'est comme ça que ça fonctionne, bien, les autres, ils vont faire comme ça. Ils vont pas nécessairement se dire, ouais, mais attends, ce client-là, si on fait une campagne de type Messenger, puis il vend ce produit de même, ça marchera pas. Il faut faire attention un petit peu de ce côté-là. Quand il y a des standards, quand c'est très standardisé, à ce moment-là, c'est beaucoup moins personnalisé, puis ça peut jouer pour beaucoup. Donc, ça, c'était pas mal. Ça fait pas mal de tour pour l'agence. Je pense qu'on pèse bien les pour et les contre avec ça. OK, maintenant, numéro 2, le consultant. C'est-à-dire un peu comme moi, dans le fond. C'est quelqu'un qui aurait peut-être moins d'employés qu'une grosse agence, par exemple. Comme moi, par exemple, je travaille avec 2 personnes. J'ai aussi des collègues, et ça, je vais vous expliquer ça aussi. J'ai aussi des collègues qui travaillent dans d'autres types de marketing dans lesquels moi, je suis moins à l'aise. Ça, c'est tout à fait normal. Mais une chose qui est sûre, c'est que le consultant, souvent, va se spécialiser dans une expertise X avec peut-être quelques champs d'intérêt supplémentaires aussi. Donc, forcément, ça peut impliquer moins de personnes que dans une agence. C'est peut-être une formule, un modèle d'affaires peut-être un petit peu plus flexible. Surtout si on pense à mon cas, définitivement. Souvent, ce qui arrive, c'est que le consultant aussi va faire affaire avec d'autres collègues pour justement être capable d'offrir un peu là, la totale. Pas la totale, mais je vous donne un exemple, OK? Ça, vous allez le comprendre tout de suite. Moi, je vends de la publicité. C'est rien que ça que je fais ça, puis des stratégies médias sociaux, puis des conférences, formations, etc. C'est pas mal mon bread and butter. Je fais pas d'SEO. Je comprends comment ça fonctionne. Je suis capable d'en faire un petit peu. J'en ai déjà fait dans le passé pour certains clients, mais c'est pas ça mon core. Quand j'ai des clients qui ont des besoins d'SEO, je vais pas leur vendre
dire, hey, moi, je suis bon là-dedans, je vais faire ça. Non, non, non. J'ai des collègues qui, tout dépendant des besoins, j'en ai différents, qui sont calés là-dedans, puis ça me fait plaisir de les référer à eux parce que les autres vont peut-être me référer d'autres clients aussi. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on parle d'une structure peut-être un peu plus flexible à ce moment-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce que ça permet de faire, c'est tu laisses les personnes qui sont bons s'occuper des choses dans lesquelles ils sont bons. Donc, ça, c'est une chose qui peut fonctionner. C'est pas in-house. Souvent, ça veut dire que vous allez faire affaire avec le consultant pour la publicité. Puis là, vous dites, mais j'ai des besoins de SEO. OK, gars, je vais te présenter mon chum Simon. Il va t'aider avec ça. Il va faire tel truc, etc. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, dans le fond. Avec des consultants, ils font pas tout ça, mais est-ce que moi, puis la plupart des consultants que je connais, on fait ça pour justement être capable que le client obtienne des bons services. Les avantages de faire affaire avec un consultant, premièrement, c'est que le service peut être davantage personnalisé ou du moins informel ou moins standardisé qu'avec l'agence. On a toutes nos procédés de travail, on a toutes nos façons de voir les choses, mais forcément, moi, je pense à mon cas en ce moment, pas juste en ce moment, mais tout le temps, j'ai moins de clients que dans une agence, mais j'ai moins de personnes à m'occuper aussi. Puis, j'ai un modèle qui est moins lourd. Donc, pour moi, ça fit exactement avec ce que je veux. J'ai pas nécessairement l'ambition de devenir la grosse agence non plus. Je préfère miser plus sur la qualité plutôt que la quantité, on pourrait dire. Puis, ma relation avec mes clients, ça se reflète de cette façon-là aussi, dans le sens où il y a énormément de transparence. Il y a beaucoup de clients avec qui c'est pas mal des amis ou on va se voir, puis on va prendre un verre ou on est capable de faire la job comme du monde, puis on est professionnel à 100%, mais il y a définitivement un climat amical. Puis c'est sûr que le business, c'est ce qui est le plus important, puis on s'arrange pour que la job soit bien faite, mais définitivement très amical et informel. Moins standardisé aussi. Puis aussi, tout dépendant du consultant, l'expertise avancée peut être vraiment pratique pour certains que lorsque des agences, des fois, qui c'est pas mauvais, mais c'est ça que c'est. C'est que tu vas avoir beaucoup d'employés, il y en a peut-être qui vont être moins bons que d'autres. Donc, le contrôle de la qualité quand tu as beaucoup d'employés, là, c'est dur en tabarnouche. Ça, là, c'est pour l'avoir vu. Puis parler à n'importe qui a une agence, c'est tout un défi. Là. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut jouer contre l'agence, des fois, à une certaine mesure aussi, dans le sens où c'est plus dur des fois de faire un contrôle de la qualité, tandis que dans mon cas, moi, par exemple, je suis consultant, je vois tout ce qui se passe. J'ai moins de clients, mais je suis capable de voir exactement tout ce qui se passe, puis ça se passe comme ça, dans le fond. Des fois, ça peut être aussi moins cher qu'une agence de faire affaire avec une consultant, mais encore là, ça dépend vraiment du modèle. Mais c'est sûr, moi, mes frais à l'heure sont moins chers que la grosse agence à Montréal, c'est sûr et certain. De l'autre côté, j'ai pas un paquet de dépenses non plus, puis ça dépend encore une fois, c'est quoi les besoins des clients, bien entendu. Ensuite, pour ce qui est des désavantages de faire affaire avec un consultant, c'est qu'à ce moment-là, mettons que vous recherchez quelque chose comme une solution 360, ça va être pas très, très évident pour vous parce que la gestion de projet risque d'être pas mal plus compliquée. Surtout si le consultant sous-traite des trucs dont il n'y a aucune idée. Ça peut être facilement problématique. Ça peut, parce que le consultant ne serait pas nécessairement au courant de qu'est-ce qui va être bon ou pas. Donc, il ne sait pas si le rendu qui va être fait par son collègue qui a traité le travail, par exemple, pour du SEO, va être sur la coche ou pas. La confiance là-dedans est vraiment importante. C'est important de s'entourer des bonnes personnes pour ça. Ça, c'est vraiment primordial. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune façon de le savoir avant de le faire. Je vais vous dire, moi, j'ai déjà fait cette erreur-là dans le passé. J'ai fait affaire avec quelqu'un qui il avait l'air vraiment sur la coche, mais finalement, pas en tout, pour des besoins X. Puis, je ne savais pas parce que le besoin en question, c'était pas mon champ d'expertise. Je connaissais un petit peu ça, mais c'est pas ma grosse affaire. Donc, j'ai fait sous-traiter ça. Puis, finalement, le rendu était absolument pourri. Puis, moi, j'avais eu aucune façon de le déterminer. Je l'ai réalisé à la fin. Puis, quand je l'ai réalisé, bien entendu, il était trop tard. Puis, après ça, évidemment, j'ai fait part à la cliente et tout. Puis, toute une histoire. Donc, ça arrive. Puis, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de choisir des personnes de confiance que vous savez qui vont faire une bonne job pour vos clients parce que ça va avoir des répercussions sur vous après. C'est vous qui, à the end of the day, c'est vous qui êtes responsable du projet. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, ça m'est arrivé juste une fois. Mes salutations à Amélie G, d'ailleurs, qui va peut-être se rappeler aussi de cet épisode, des petites salutations. J'espère que ça va. Ensuite, tout dépendant du consultant, certaines personnes peuvent être aussi vraiment bandées complètement sur leur expertise.
pour laisser de côté d'autres qui pourraient être plus pertinentes pour vous. Ce que je veux dire par là, mettons que vous faites affaire avec moi, qui est un malade en Facebook Ads, puis en Google Ads, puis etc. Vous allez me dire, pas à mon SEO, non. C'est sûr que si vous venez me parler de SEO avec moi, je ne vais pas vous le vendre comme quelque chose, c'est super important, du SEO, c'est du référencement organique et tout, c'est ultra important, mais je ne vais pas passer la majeure partie de mon temps de vous parler de ça. Je vais vous parler de ce que je suis capable de vous procurer avec vos campagnes. Je suis transparent, je ne vais pas vous dire non plus que le SEO, c'est pas mauvais, mais encore là, ça dépend des cas. Mais il y a des cas, par contre, où votre SEO, ce serait peut-être quelque chose qui est vraiment important. J'ai déjà parlé aussi à des personnes, par exemple, je vais vous donner un exemple, super bon exemple pour que vous compreniez mon point. J'avais un client qui n'était pas sûr de vouloir faire des campagnes. En fait, il hésitait entre faire des campagnes ou justement travailler le SEO sur son site web. Mais là, on parlait d'un nouveau produit, d'une nouvelle marque. Donc là, la personne qui parlait de SEO, il dit, regarde, ça va te revenir moins cher d'obtenir du trafic sur ton site web parce que tu ne payes pas pour l'obtenir. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ci et ça, sauf que ça va te revenir moins cher à the end of the day. Il y avait peut-être raison, mais du référencement, ça prend du temps en maudit avant de pouvoir bien se référencer, tout dépendant de la compétition et tout, mais ça prend du temps. Donc, de l'autre côté, moi, j'offre de la pub, je vais te le dire, on va le savoir tout de suite si ton truc fonctionne ou pas, parce qu'on va amener tout de suite du trafic sur le site web. Il faut que tu payes pour, mais c'est tout de suite. Rappelez-vous mon analogie par rapport à ça, celle du riz. Tu sais, les campagnes de pub, c'est comme le riz que tu achètes à l'épicerie. Il faut que tu payes pour, mais tu l'as tout de suite. Tandis que le SEO, c'est un petit peu comme le riz que tu vas planter dans le jardin. Ça va prendre du temps, mais il va te revenir moins cher. Donc, si la personne avait fait son SEO, elle n'aurait aucune façon de savoir si son produit est validé au marché ou pas parce que il faut assez de trafic ça va prendre trop de temps d'obtenir du trafic puis valider son produit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal important de se rappeler par rapport aux avantages puis aux désavantages. Mais une chose qui est sûre, si vous faites affaire avec des consultants, assurez-vous que ces personnes-là soient bien entourées si vous avez besoin d'autres services. Puis, c'est tout dépendant de vos besoins. Tout dépendant de vos besoins. C'est sûr que si vous avez besoin d'un nouveau site web, d'une création vidéo, de ci et ça, peut-être que c'est mieux d'aller avec l'agence 360. Si vous avez besoin de quelqu'un qui veut s'occuper de vos campagnes, puis vous voulez chercher peut-être un service un petit peu plus informel ou du moins personnalisé, bien là, à ce moment-là, le consultant peut définitivement faire l'affaire pour vous. Donc ça résume pas mal bien le consultant. Et puis, finalement, l'autre type de fournisseur de marketing que vous pourriez choisir. Ça ressemble un petit peu au consultant, mais là, on va l'appeler le freelancer. La différence entre le freelancer et le consultant, dans les faits, il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, on va utiliser le freelancer comme étant les personnes qu'on va engager en ligne. Et non qu'on se fait référencer. Référer. Oh boy. OK, je pense qu'on va me prendre des nouveaux cours de français. Mettons, moi, par exemple, qui me fait référer par un autre client. Là, on parle de consultant. Mais là, si vous allez, par exemple, sur un site web comme sur Fiverr.com, sur freelancer.com, Upwork, peu importe, là, on va parler de freelancer. Donc, pour la définition d'aujourd'hui, le freelancer, on parle de quelqu'un, le contexte est peut-être plus international, d'un peu partout dans le monde. Fait que justement, sur ce site-là, comme Fiverr, on va aller chercher les fournisseurs qui sont partout dans le monde. C'est ça qui est assez spécial. Puis, bien entendu, le premier avantage par rapport à ça, c'est que c'est du monde qui, généralement, sont beaucoup plus abordables que, par exemple, au Québec ou en France. Des fois, les différences de prix sont assez énormes, même. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, des fois, viennent de pays moins développés avec des peut-être moins bonnes conditions de vie. Donc, les revenus sont moins bons là-bas, donc ils peuvent se permettre de charger moins cher, puis etc. Mais honnêtement, c'est pas mal le seul avantage que je pourrais vous donner avec les freelancers que vous allez aller chercher sur ces sites-là. Parce qu'il y a quand même pas mal de désavantages aussi reliés à ça. Premièrement, il faut faire vraiment attention parce que c'est pas tout le monde qui est expérimenté là-dessus. N'importe qui peut aller sur Fiverr et dire « Moi, je suis consultant marketing web ». Tout ce que ça te prend, c'est un laptop puis un minimum de cerveau. Puis, à cause de ça, mais le problème que ça va créer, évidemment, c'est que vous allez peut-être pas avoir du monde très efficace ou qui sont experts dans leur domaine pour faire vos trucs. Surtout si on parle des besoins qui sont stratégiques, là, comme des créations de campagnes, des stratégies médias sociaux, même un logo, etc. Des fois, ça peut être assez ça peut être assez risky business.
Ça, c'est l'affaire qui est un petit peu plus problématique. Puis aussi, il y a un gros problème, c'est le gros désavantage par rapport à ça, c'est la culture ou la langue, des fois. Parce que vous le savez, au Québec, là, c'est complètement différent. Même que faire affaire avec une agence de marketing en France qui parle français aussi bien que nous, ou différemment, mais quand même, ben, vous allez voir que les expressions sont pas les mêmes, la culture est pas la même. Puis en marketing, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Fait qu'imaginez faire affaire avec quelqu'un qui est au Pakistan, en Roumanie, en Ukraine, puis là, vous vous demandez de faire votre stratégie marketing ou genre vos personas ou créer vos campagnes de pub. Quand la personne, tu sais, c'est un monde complètement différent, faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Pour les freelancers en ligne, là, si je peux vous donner un petit conseil, moi, je ferai affaire avec eux seulement lorsque j'en utilise des fois en passant, là, mais généralement, c'est plus pour des petits besoins qui sont pas vraiment stratégiques, comme des besoins simples, des design graphiques, des banners, des affaires simples de même. Là. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Puis, un autre truc que je vais vous donner, regardez ceux qui ont des reviews aussi. Il y en a qui sont bien cotés, il y en a qui sont mal cotés. Donc, facile de voir qui va faire la job ou pas. Mais encore là, des fois, il y en a qui sont bien cotés et vous n'aurez sûrement pas le travail que vous espériez obtenir. Ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler. Donc, en conclusion, qui choisir? Est-ce qu'on devrait choisir un consultant, une agence, un freelancer? Ça dépend vraiment de vos besoins et de votre situation. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'on a bien dressé le portrait global des 3 types de fournisseurs de marketing. Après ça, ça dépend de vos besoins. Vous avez besoin d'un paquet de trucs différents. Vous avez une entreprise locale, puis l'agence locale de 360 qui peut un peu vous aider dans tous ces petits besoins-là. Ça peut valoir la peine. Vous voulez commencer à faire de la pub Facebook sérieusement, ben à ce moment-là, peut-être qu'un consultant qui connaît vraiment bien sa job là-dedans pourrait faire la job ou l'agence qui est vraiment calée là-dedans, tout dépendant. Encore une fois, si vous avez une agence qui est expérimentée à fond dans votre industrie versus un consultant qui a l'air bien sympathique mais qui ne connaît pas vraiment votre industrie, peut-être que l'agence va mieux faire la job aussi. C'est pas une question non plus de agence versus consultant. Ça dépend vraiment là, des situations et de l'expertise des personnes même, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ça que c'est. Peu importe, par contre, avec qui vous allez faire affaire, je vais vous donner 5 trucs essentiels qui vont vous aider, peu importe vos besoins, peu importe le type de personne ou de fournisseur que vous allez choisir. Premièrement, avant de choisir votre consultant, votre agence, avec qui vous allez vouloir faire affaire, renseignez-vous à vos proches. Lorsque vous allez faire votre recherche, des fois, il n'y a rien de mieux qu'un référencement de quelqu'un qu'on connaît pour filtrer ceux qui font pas bien la job. Si vous avez un ami qui est en affaires aussi, qui a une super bonne campagne de pub avec X personnes, ben là, vous allez pouvoir aller voir, hey, moi, je cherche à faire des campagnes de pub. Tu connais-tu quelqu'un? Ben oui, je vais t'envoyer Ben, mon gars de marketing, ou je vais t'envoyer X agence. Ils vont s'occuper de toi. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Bon, Jack, blablabla. Donc, ça, c'est sûr que vous allez vous réduisez vos risques dans ce temps-là parce que si votre ami réussit bien en affaires puis vous savez que votre ami est sa coche puis ça niaise pas que la POC, à ce moment-là, ça risque de la même chose pour vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal pratique. Par contre, il faut faire attention parce que des fois, il y a certaines, votre ami, par exemple, pourrait avoir faire affaire avec une agence pour un logo, puis vous, vos besoins, par exemple, c'est quelque chose de différent. Mais là, c'est plus la même chose. Il faut se rappeler de ça aussi. Donc, s'assurer que les besoins soient les mêmes. Sinon, ça peut être une autre histoire complètement différente. Mais, en général, allez voir votre cercle proche d'entourage de personnes à qui vous faites confiance, puis posez-leur la question. Ça peut définitivement, surtout s'ils sont en affaires, sinon vous n'aurez peut-être pas beaucoup de candidats. Ça, c'est sûr. Ensuite, deuxième truc. Regardez la liste de clients desservis de l'agence ou du consultant avec qui vous allez faire affaire. Surtout dans l'occasion où vous ne connaissez pas du tout l'agence, puis c'est pas quelqu'un qui vous a référé ou peu importe. Ça va vous donner une bonne idée à quel genre de client cette agence-là ou ce consultant-là fait affaire, puis etc. Quel genre son background un petit peu. Ça, c'est vraiment important. En passant aussi, troisième truc, ça, c'est si vous faites affaire avec un consultant puis vous avez plusieurs besoins. Si cette personne-là va sous-traiter le mandat, une partie du mandat, comme par exemple le référencement organique ou peu importe, n'ayez pas peur de demander plus d'informations sur les sous-traitants parce que ça peut vous éviter bien des mauvaises décisions. Ça aide vraiment à faire un choix éclairé.
Moi, par exemple, avec mes collègues, quand, mettons, j'ai du SEO à faire ou autre truc, moi, je les présente à mes clients. C'est pas moi qui s'occupe nécessairement tout le temps de faire la gestion de tout parce que, de toute façon, je suis pas un expert en SEO, par exemple. Fait que pourquoi je me mettrais au milieu des conversations quand c'est pas mon truc? Ce serait beaucoup plus efficace pour le client puis pour l'autre consultant, peu importe, de s'occuper de la communication. Comme ça, il n'y a pas d'intérim. Généralement, la communication est meilleure dans ce temps-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même pas pire. Quatrième truc. Celui-là est pas pire. Si la personne vous promet des résultats X, moi, là, je vous promets que vous allez faire X nombre de trucs, là, je vous le dis, là, je vais tripler tes ventes. Quand que le monde commence à parler de chiffres de même, là, c'est le temps peut-être de se méfier. Surtout si il n'y a aucune idée c'est quoi votre entreprise, il n'y a pas eu fait de recherche avant ou quoi que ce soit. Souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement. Je vous dis pas de vous méfier de tout le monde non plus, là. C'est pas ça que je dis non plus, sauf que ça peut arriver, par exemple, que, je vais vous donner un exemple, OK? Une grosse agence, il vient d'engager un nouveau vendeur, la personne est super motivée, il veut vendre, ben, il va tout faire pour vendre. Fait que peut-être que la personne va te sortir des chiffres qui n'ont pas rapport ou des fois, ils vont dire des choses qui dans le fond, vont juste l'aider à faciliter la conclusion de la vente, mais ils ne sont pas nécessairement vraies. Ça peut être des belles promesses en l'air qu'ils ne peuvent pas garantir. Puis ça, si quelqu'un vous garantit des résultats, c'est pour ça que je vous dis de vous méfier parce que moi, je ne peux pas garantir de résultats. Je peux pas dire ça, je sais, c'est ça qui va arriver. C'est sûr que tu peux avoir une bonne idée à cause de l'expérience, à cause de ta rigueur de travail, ci, ça. Mais à the end of the day, nous, là, en tant que marketeur, là, on contrôle seulement une petite partie du succès, on pourrait dire, d'une campagne ou peu importe, parce que ça va dépendre d'un paquet de facteurs incontrôlables que nous, on n'a aucun contrôle dessus. Le prix, est-ce que le prix des compétiteurs est le même? Est-ce que y a-t-il conflit de ce côté-là? Est-ce que le produit du client, c'est de la merde? Si c'est pas bon, ben ça vendra pas. Tu as beau faire les meilleures campagnes du monde. Donc, si quelqu'un arrive et qu'il te promet quelque chose, sachant que il y a des paquets de variables incontrôlables que cette personne-là n'a peut-être même pas aucune idée, bien là, à ce moment-là, ça veut dire que la personne n'a peut-être pas d'expérience ou bien qu'elle dit de la merde. Donc, il faut faire un petit peu attention de ce côté-là quand il y a des promesses qui sont faites de ce côté-là. À moins qu'ils vous disent, regarde, je te le promets, sinon je te remets ton argent, puis là, c'est signé sur le contrat, puis tout. Ben là, à ce moment-là, regarde, why not peanut? Mais sinon, faites attention. Je donne l'exemple du vendeur. Puis c'est pas nécessairement du monde qui sont mal intentionnés non plus. Là. Si la personne, le nouveau vendeur, peut-être qu'il veut juste conclure sa vente, puis il pense vraiment que c'est ça qui va arriver, mais dans le fond, il ne sait pas. Donc, il faut faire bien attention de ce côté-là. Fait que si quelqu'un vous dit ça, moi, je vous dis faites attention. Puis c'est drôle, hein, parce que des fois, j'ai des clients qui me posent cette question-là aussi, ou du moins les futurs clients qui me disent mais est-ce que tu peux me promettre telle affaire? Je dis, non, jamais. Puis là, ils me disent mais il y a telle agence qui nous a promis tel truc, pourquoi toi, tu ne nous le promets pas? Parce que je veux être transparent avec vous autres. Si j'ai aucun contrôle sur votre succès, je ne vais pas vous promettre quelque chose que je ne peux pas avoir de contrôle dessus. Moi, la seule chose que je promets, c'est que moi et mon équipe, on va se donner à 110% sur la réalisation du mandat. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle, sur ma job. Je te promets que qu'est-ce que je vais te livrer, ça va être fait suivant les bonnes pratiques puis de façon avec rigueur. Donc, c'est un peu ça le truc. Fait que si vous obtenez, grosso modo, là, si vous avez quelqu'un qui vous promet des belles promesses en l'air, méfiez-vous, c'est peut-être pas la bonne personne. Finalement, le cinquième truc, c'est simple. Le plus d'informations que vous avez sur l'agence ou sur le consultant, freelancer, whatever, le mieux que c'est. Le mieux que vous connaissez votre fournisseur de services marketing, le mieux que c'est. Ça, il y a plusieurs façons de le connaître. Si quelqu'un que vous connaissez directement, là, vous savez déjà quel genre de personne avec qui vous allez faire affaire. Lui, il travaille dur, je sais qu'il va travailler fort avec nous autres puis qu'il est sérieux dans ses affaires. Parfait. Si vous ne connaissez pas la personne, des fois, il y a des agences ou des consultants, ils vont avoir des blogs, par exemple. C'est une super belle façon de voir l'expertise de quelqu'un. Ils vont faire des études de cas qu'ils ont avec leurs clients. Ils vont expliquer comment ils ont réussi à se rendre à tel truc. Ça, c'est bon parce que vous savez que l'agence en question c'est de quoi elle parle. Ça peut être aussi fait par ce que je fais en ce moment, des podcasts, par exemple. Je vais parler de sujets X. Souvent, je vais parler de sujets dans lesquels je suis à l'aise. On peut voir que je suis un passionné de marketing, par exemple, ou bien lors d'événements, ou etc. Il y a un paquet de façons de mieux connaître l'agence, mais définitivement, le mieux vous en savez sur votre agence, mieux c'est. Sinon, des fois, ça peut mal aller. Donc, voilà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si on fait un petit recap, grosso modo,
vous avez deux choix à la base. Soit vous engagez quelqu'un à l'interne pour faire votre entreprise, pour faire votre marketing, pardon, ou bien vous externalisez ça. Vous allez chercher un fournisseur pour vos services de marketing. On a vu les 3 types de fournisseurs, on peut, grosso modo, l'agence, le consultant, puis le freelancer. Moi, je pense que la chose à ressortir de tout ça, c'est qu'il n'y en a pas nécessairement un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment de vos besoins. Puis c'est quand même assez du cas par cas, hein, parce qu'il y a une agence qui peut vraiment bien faire ses trucs, puis l'autre qui peut faire une job de merde aussi. Ça dépend vraiment de ces facteurs-là. Ça dépend de vos besoins, si c'est de la publicité qu'on veut faire, si c'est plusieurs services, etc. Définitif, il faut regarder ça de façon personnalisée. Ensuite, si je peux conclure sur quelque chose aussi, peut-être un point que j'ai pas parlé puis qui est quand même pas mal important, en fait. Un autre truc à considérer lorsque vous allez faire affaire avec quelqu'un, c'est la personnalité de la personne avec qui vous allez traiter. Moi, je vais vous donner, en fait, un exemple. Je peux pas parler des autres, je peux juste parler de moi-même. Là. Mais dernièrement, c'est une réflexion que j'ai de plus en plus souvent. Puis je regarde souvent les clients avec qui je m'entends vraiment bien. Puis je fais comme, OK, pourquoi ça marche bien avec ces clients-là? Tu sais, ça fait 3 ans, il y en a, ça fait 5 ans. Pourquoi je travaille avec eux autres? Puis ça va si bien que ça. C'est sûr que la confiance, puis ça, c'est quelque chose qui est super important. S'il n'y a pas de confiance avec la personne avec qui vous faites affaire, oubliez ça. Faites affaire avec quelqu'un d'autre. Ça ne vaut même pas la peine de continuer. La confiance est number one, ça, c'est sûr et certain. Mais il y a aussi des traits de personnalité qui font en sorte que ça se passe vraiment bien avec la collaboration. Moi, je suis quelqu'un qui est super impatient. Tout le monde qui me connaît me dit je suis impatient. Puis, regarde, je me cacherai même pas, c'est ça que je suis. Je pas que je suis fier de l'être, mais en tout cas, c'est ma personnalité. Je travaille là-dessus, puis je m'arrange que ce soit pas problématique pour mon travail, mais j'aime ça que quand on se dit je vais t'envoyer X trucs demain, envoie-moi-le demain. Il y en a des fois qui ça va être en retard, ils vont te l'envoyer à la dernière minute. Puis pour la personne qui est plus chill, qui est comme c'est pas grave, elle me l'envoyer, je vais le faire asseoir. Moi, ça me tape ses nerfs. Si on se dit que tu m'envoies mon truc demain, envoie-moi-le demain, s'il te plaît. Ou si c'est un problème, whatever, tu m'écris, pas de problème. Mais j'aime ça quand les choses se passent. Puis là, je regarde mes clients, puis c'est la même chose pour eux. C'est des méchants malades. Il y en a des fois, là, c'est comme. Je pense à mes clients de JP, là, ça fait que. Là, on se parle plus dernièrement, mais pendant un bout, là, on se parlait pas. On ne parlait pas pendant 2 mois, 3 mois, peu importe. Mais pourtant, le travail se faisait super bien. Pourquoi? Parce que il y a la confiance, puis on a trouvé des façons de se communiquer de façon super efficace sans avoir à se parler pour être capable de bien faire le travail parce qu'on a pensé à nos affaires. Ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment pas pire. Puis, ça fait en sorte que notre travail, notre collaboration est vraiment fructueuse parce que les deux parties sont, comment je peux dire ça, sont orientées vers les objectifs. Donc, à cause de ça, le workflow se fait bien. Si tu avais quelqu'un, par exemple, qui est super sympathique, qui aime ça expliquer un paquet de trucs aux clients, ici et ça, mais qui est plus slow un peu, ben ces clients-là, ils n'auraient pas de fun avec. Ils ont du fun avec moi parce que, boum, ça niaise pas. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment important, la personnalité. C'est un autre truc aussi, par exemple, puis il y a les forces et les faiblesses aussi. Hein. Je vais vous dire, moi, une de mes faiblesses, c'est que je suis pas super organisé. Puis, évidemment, pour mon travail, j'ai pas eu le choix de le devenir. Si tu veux avoir un peu de succès, il faut avoir un minimum d'organisation. Écoutez, je lis des livres audio là-dessus. C'est vraiment une de mes faiblesses sur lesquelles je travaille le plus. Puis, quand je travaille avec un client, par exemple, qui est moins organisé que moi, ça marche pas pantoute. Ça, c'est sûr et certain. Je pense à mes autres clients, par exemple, avec qui je fais affaire, puis ça marche vraiment bien. Moi, je travaille avec, vu que je voyage un peu partout à travers le monde, je travaille avec des gens d'un peu partout à travers le monde. Puis, j'ai des clients qui sont allemands. Ça fait longtemps quand même. C'est une grosse compagnie allemande. Ça s'appelle Golem. C'est vraiment du B2B là, pur et dur. Ils font des services pour du monde qui sont en IT, là, tu sais, genre, par exemple, des cours pour comment coder Python ou un paquet de trucs comme ça, des nouvelles en IT en Allemagne. En tout cas, c'est les plus gros en Allemagne là-dedans. Puis, les Allemands sont organisés. Là, je généralise. Là. Il y en a qui ne le sont pas, là, mais en tout cas, eux autres, je peux vous le dire, ils sont en tabarnouche. Puis, ils ont des procédés pour ci, pour ça. Des fois, ça donne des petits mots de tête, mais au moins, la job est super organisée, puis tu sais où tu t'enlignes. Puis, à cause de ça, moi qui est un peu wouh, ça donne une certaine complémentarité qu'il n'y avait pas autrement. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Encore là, ça dépend. J'y pense en ce moment, puis j'en ai une couple de clients qui sont pas super organisés. Pourtant, la job se fait super bien aussi. Puis on a réussi à trouver des bonnes façons. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais chose qui est sûre, c'est qu'il faut que la personnalité, il y ait quand même des atomes crochus. Là, c'est comme un couple. Hein? Vous allez faire certains trucs. Le but, c'est d'aller d'avant ensemble. Fait que faut
faut que l'équipe elle soit bonne, il faut que les fondations soient solides. Donc, la personnalité de la personne ou de l'agence avec qui vous allez faire affaire va jouer pour beaucoup. Ça, je pense que c'est là-dessus que j'aimerais bien conclure aujourd'hui. Fait que voilà, j'espère que vous avez bonne chance, en fait, dans votre recherche bonne chance dans votre recherche d'agence ou de consultant. J'espère que le podcast d'aujourd'hui va vous avoir aidé. Honnêtement, je fais juste sortir. J'ai pas vraiment fait beaucoup de recherches. Tout ce que j'ai fait, c'est sortir ce qui me sortait par la tête par rapport à l'expérience, par rapport à ci et ça. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Puis si jamais vous avez des questions, faites-moi signe. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.